Bonsoir Laurent Alexandre. Bonsoir. Je vous présente Nathalie Saint-Cric qui va vous interviewer avec moi. Si vous êtes là, c'est pour nous présenter ce livre que vous avez écrit avec Olivier Babot, chroniqueur régulier dans cette émission. Livre dont on voit le titre qui a interpellé Nathalie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, je ne vais pas répéter le titre que j'ai bien prononcé. Ne faites plus d'études. Est-ce que c'est une provocation ou un conseil quand on voit le titre? Et je mets ça en perspective avec une phrase qui est écrite un peu plus loin, je dirais même page 206. Il ne faut pas se demander que puis-je apprendre, mais que puis-je offrir que l'IA ne peut faire encore mieux que moi. Donc, en gros, si je vous comprends, mais c'est surtout vous qui allez vous expliquer, on n'a pas besoin de se fatiguer spécialement à apprendre des choses, aller à l'école, à se cultiver, puisque au bout d'un moment, il faudra juste voir en quoi on est un complément de quelqu'un qui le fait plus vite et mieux que nous. Alors, le quelqu'un, c'est l'IA. Ce n'est pas ce que nous disons. D'ailleurs, il y a un chapitre qui s'appelle « Le monde de l'IA n'est pas un monde fait pour les grosses feignasses ». Ça, c'est à la fin, mais vous déconstruisez quand même tout au début. On considère effectivement aujourd'hui que l'enseignement supérieur ne s'est pas adapté à la révolution de la robotique et de l'intelligence artificielle et qu'il met nos enfants dans de grandes difficultés. C'est un débat qui se développe à l'échelle mondiale. The Economist, le Financial Times sont ces derniers jours, après la sortie de notre bouquin, se sont posé la question de savoir s'il fallait encore faire des études aujourd'hui face à l'IA. Et la réponse est très élitiste. Par exemple, le Financial Times dit si vous êtes pris dans l'une des 20 meilleures universités au monde, vous pouvez y aller. Sinon, il faut vraiment bien réfléchir parce que face à l'IA, faire des études ne sert plus à grand-chose. Donc ce débat ne fait que commencer. Ce que nous constatons avec Olivier, c'est qu'aujourd'hui, l'université prépare nos enfants à ne pas être complémentaires de l'IA et les envoie au casse-pipe. C'est un problème qui ne concerne pas que la France. Dans le monde entier, on a des difficultés d'emploi des juniors parce qu'effectivement, ils sont peu compétitifs face à l'intelligence artificielle. Et en tant que père de famille nombreuse, Olivier et moi, on est concernés par l'avenir des enfants et des générations qui viennent. Et on s'interroge sur la formation qu'il faut donner à nos gamins pour qu'ils aient une place demain. Parce que ce que propose la Silicon Valley, qui est de mettre 99% de la population au revenu universel, ce n'est pas une solution que nous trouvons acceptable moralement, philosophiquement et politiquement, parce que ce serait un monde à deux vitesses, avec, comme le disait très bien Harari dans Homo Deus, des dieux qui maîtrisent l'IA, et puis des inutiles, des useless, disait, qui eux, seront au revenu universel. Et ça nous semble inacceptable comme projet politique. Oui, mais quand même, que vous considériez, c'est ce que vous faites, que les études supérieures ne sont pas totalement adaptées à ce dont la société a besoin, aura besoin, encore plus quand l'IA se sera répandue, c'est une chose. Mais le fait d'apprendre, c'est-à-dire le savoir, être au courant de tout, vous défendez l'histoire à un moment donné dans votre livre, mais vous ne défendez pas le plaisir d'apprendre ou l'apprentissage. Nous défendons, il y a un chapitre qui est apprendre toute sa vie. Nous défendons un apprentissage, mais qui n'est pas sur le rythme de l'université. L'OCDE vient de montrer que la durée de vie d'un savoir professionnel est passée de 30 ans à 2 ans. Donc aujourd'hui, le rythme de l'université, il est trop lent. L'université forme nos enfants à des méthodes et à des savoir-faire qui étaient bons il y a 30 ans, mais qui aujourd'hui ne sont pas adaptés face à l'intelligence artificielle et à la robotique hyper intelligente qui arrive. En réalité, dans tous les pays au monde, et pas seulement en France, il faut complètement reconfigurer l'école, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle des adultes. Et il ne faut pas oublier la formation professionnelle des adultes, parce qu'il va y avoir des problèmes sociaux très importants. On voit les plans de licenciement massifs qui arrivent par exemple chez Amazon aux États-Unis. Aujourd'hui même, Amazon va acheter 600 000 robots humanoïdes pour remplir ses entrepôts. Donc en réalité, c'est toute la chaîne éducative qui doit être repensée à l'ère de l'intelligence artificielle. On a pris un retard énorme. On n'a pas réfléchi à la difficulté de rendre nos enfants complémentaires de l'IA et à la façon dont il faut que l'université utilise l'IA pour améliorer ses méthodes et également la façon dont l'université doit réfléchir à l'IA pour savoir quels sont les métiers où nos enfants demain seront complémentaires de l'IA et non pas marginalisés. Il nous reste quoi complémentaire de l'IA? Excusez-moi, je vous laisse la parole, mais je suis complémentaire de l'IA, je ne vois pas ce que je dois savoir. Alors, la complémentarité de l'IA, ça n'est pas un savoir. C'est un savoir-faire, c'est orchestrer les IA. C'est une aptitude. C'est orchestrer les IA. Le seul métier, c'est... Moi, mes enfants, c'est ce que je veille à ce qu'ils sachent faire. C'est-à-dire qu'ils sachent assembler les IA comme on assemble des Legos. C'est-à-dire d'être un orchestrateur des IA, d'être un chorégraphe des IA. C'est la thèse du livre. C'est que finalement, c'est le savoir-faire le plus important. Et ça doit s'appuyer sur une grande culture générale des humanités,
de l'histoire et aussi une culture scientifique. Quand même, parce que la culture... on insiste beaucoup sur l'histoire. Il faut donc apprendre, parce que la culture générale, elle n'arrive pas toute seule. Évidemment, mais vous savez, ce n'est pas l'université qui apprend aujourd'hui. Okay. Elle n'apprend pas bien. Nous disons qu'il faut apprendre toute la vie, qu'il ne faut pas glander. Ce n'est pas un appel à glander, bien au contraire, il faut travailler plus. Et nous sommes on le dit très bien dans le livre, nous sommes scandalisés par ce qui se passe dans certains pays comme l'Angleterre. En Angleterre, 88% des étudiants utilisent ChatGPT pendant les examens écrits surveillés avec les surveillants qui laissent faire. Si l'université démissionne et laisse les enfants recopier ce qu'a dit ChatGPT, les carottes sont cuites et on aura une génération... Mais alors, en même temps, c'est un peu ce que vous prônez, parce que vous dites que le savoir sera accessible à tout le monde. Savoir ne sera pas un problème, il faudra bien utiliser ce savoir. C'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'avec le même savoir, il y en a qui... composeront mieux que d'autres. Nous pensons que le savoir, il doit s'acquérir par la culture générale et qu'on ne peut pas bien maîtriser l'IA, on ne peut pas bien interroger l'IA si on n'a pas une grande culture générale. Et la culture générale, elle s'apprend par la lecture, qu'elle soit sur livre électronique ou sur livre papier, ça n'a pas d'importance. Non, vous dites l'écriture électronique, vous dites qu'on retient moins bien. Oui, c'est un point de détail. L'essentiel, c'est de lire, et notamment de lire des livres d'histoire, parce que si on veut que nos enfants puissent surfer sur la vague technologique, il faut qu'ils comprennent le futur. Il faut qu'ils anticipent les évolutions du futur. Et on ne risque pas d'anticiper le futur quand on n'a pas de culture historique, car la compréhension du futur passe par la connaissance historique. Je dois dire que c'est vrai que vous avez parfois des formules un peu provocatrices dont on peut se méfier, mais le dossier de l'Express de cette semaine dit à peu près la même chose que vous. Les diplômés d'aujourd'hui sont fichus. Dit l'Express, face au développement de l'IA. Nos masters préparent-ils bien aux changements qui s'annoncent sur le marché du travail? C'est ce que vous dites. Donc c'est quand même assez vertigineux parce que tout le monde n'accède pas aux 20 grandes écoles les meilleures de France. Donc il y a des centaines de milliers de gens qui se sacrifient pour que leurs enfants fassent des études, Bac+4, Bac+5, qui sont de très bonnes études, mais qui ne sont pas dans le meilleur pourcentage. Et vous dites que tout ça, ça ne sert à rien. Nous disons qu'il faut absolument que l'université sorte du déni, fasse sa mue et se prépare pour demain bien éduquer nos enfants. Mais aujourd'hui... Il le sait, le ministre, ça ? Non, parce qu'il se trouve qu'au gouvernement, presque personne ne comprend l'intelligence artificielle. Il y a une majorité de ministres qui ne savent même pas se servir de ChatGPT. En réalité, on a des gouvernements qui ne sont plus du tout des gouvernements avec une culture scientifique et technologique. Et ce n'est pas moi qui le dis, tout le monde le reconnaît. Nous ne croyons pas que l'université est morte pour toujours. Nous constatons aujourd'hui que les cursus qu'elle a organisés ne rendent pas nos enfants complémentaires de l'intelligence artificielle et que l'université doit profondément se modifier. Prenons l'exemple de la médecine. Aujourd'hui, ChatGPT est 4 fois meilleur que les médecins spécialistes pour faire un diagnostic. Et ChatGPT plus un médecin, c'est moins bien que ChatGPT tout seul. C'est une situation inacceptable. Et vous dites que dans l'avenir, qui montre robot, ça sera mieux. Mais là, je parlais de la médecine et pas de la chirurgie. Il faut bien que l'université de médecine fasse de nos enfants qu'ils soient complémentaires. Il faut que les médecins plus ChatGPT, ce soit mieux que ChatGPT seul. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Ça montre à quel point il va falloir changer les études de médecine. Alors, pour les gens à qui ça fait peur, vous dites au début de votre livre que l'intelligence artificielle, c'est la révolution la plus radicale et la plus rapide depuis l'invention du feu, pour l'humanité. Bon, déjà, ça donne l'impression, effectivement, c'est quelque chose qui est grandiose. Moi, à lire votre livre, je suis passionnée, mais je suis inquiète. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous inquiète, sachant que vous dites à un moment donné, ce n'est plus tout à fait notre fin, mais ce n'est plus tout à fait notre règne. C'est-à-dire qu'on a une espèce de vision futuriste, comme si tout allait se passer en dehors de nous, qu'on ne serait plus à la hauteur, qu'on ne maîtriserait plus rien. Et je dois dire que c'est quelque chose qui peut quand même faire. Nous n'avons pas anticipé cette révolution technologique. On n'a pas préparé l'école, on n'a pas préparé l'économie, on n'a pas préparé la formation professionnelle des adultes. Est-ce qu'on ne dit pas ça de tout? Non. Au moment d'Internet, on disait on n'a pas préparé et ça va être horrible. Mais Internet, c'est de la bibine à côté de l'intelligence artificielle. L'arrivée d'une intelligence quasiment gratuite, supérieure à l'intelligence humaine. C'est une révolution sans commune mesure avec l'Internet. Internet n'est pas capable d'analyser un dossier et de faire le diagnostic mieux que moi. Effectivement, Internet est une bibliothèque. Là, on a un robinet d'intelligence
qui nous dépasse dans un nombre croissant de domaines, ce qui pose des questions philosophiques et politiques vertigineuses. Vous avez vu que le petit génie Alexander Wang, qui est à la tête de l'intelligence artificielle chez Facebook et à qui Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, vient de confier 500 milliards de dollars, a dit « J'ai décidé de retarder mon premier enfant. J'attends que les implants intracérébraux d'Elon Musk soient au point parce que je serais indigne de faire un enfant aujourd'hui alors que les implants intracérébraux ne sont pas au point, car les enfants qui ne seront pas implantés n'auront pas leur chance face à l'IA. Ils seront dépassés par la super intelligence artificielle qui arrive. Je ne fais pas mienne cette déclaration. Je constate qu'on est face à une interrogation vertigineuse qui est sans commune mesure avec ce qu'Internet posait comme question. Et donc les enfants implantés, c'est du fantasme ou c'est pour de la vraie ou pour de la fausse, comme disent les enfants? Je ne sais pas. Mais la Silicon Valley est convaincue qu'il n'y a pas d'avenir pour nos enfants s'ils n'ont pas d'implants intracérébraux, s'ils ne sont pas augmentés, parce que la super intelligence artificielle est au un plan de coupe sur Nathalie est au coin de la rue. Alors, ma question initiale, elle va dans le même sens. On va tous finir, on va aller boire ce soir tous les deux pour se remettre. Vous pouvez m'emmener. Hein. D'accord. Non, la vérité, à un moment donné, vous dites on ne peut pas faire un mur de Berlin numérique. C'est-à-dire, en gros, même si on dit... On ne peut pas interdire l'IA en France. On ne peut pas devenir les Amish, c'est-à-dire, en gros, continuer avec une bougie ou des silex, parce que c'est le progrès. Mais comment faire en sorte... Est-ce que ça vous inquiète? C'est ce que je vous ai demandé. Oui. Est-ce que vous, en tant qu'individu, vous dites, attention... Je me pose plein de questions sur mes enfants. Et moi, les conseils que nous donnons dans le livre, je les ai appliqués à mes enfants. C'est-à-dire que mon petit dernier, il a été pris à Cambridge et je l'ai laissé partir à Cambridge. Je ne l'ai pas découragé d'aller à Cambridge parce que c'est la meilleure université d'Europe. Et dans le livre, on dit que si les enfants sont pris dans des universités prestigieuses, il ne faut pas hésiter, il faut les mettre. Que le diplôme est une relique barbare. Exactement, sauf quelques cursus d'exception. Et après, ce qui est fondamental pour nous, c'est d'apprendre aux enfants à bien utiliser l'intelligence artificielle, à bien savoir utiliser ChatGPT pour s'augmenter avec l'intelligence artificielle et non pas pour glander. Le pire que puisse faire un parent, c'est de laisser les gamins utiliser ChatGPT pour faire tous les devoirs au lieu de bosser. Donc il faut veiller à ce que les enfants utilisent l'IA pour s'augmenter et pas pour se rabaisser. On voit bien, et dans l'exemple que je citais sur l'Angleterre, que beaucoup d'enfants, d'étudiants aujourd'hui ne travaillent plus. Ils font tout avec ChatGPT. Les profs disent qu'ils sont totalement dépassés. Exactement. Et donc aujourd'hui, les examens écrits, il faut les surveiller et veiller que les enfants n'ont pas leur téléphone allumé et branché sur ChatGPT. Mais ça pose des problèmes à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles. Le professeur de génétique, excédé par le fait que les copies étaient géniales alors que les étudiants ne sont pas bons du tout en génétique, a exigé la vérification des poignets pour vérifier qu'il n'y avait pas des mondes connectés sur ChatGPT et des oreilles pour vérifier qu'il n'y avait pas d'oreillettes. Qu'est-ce qui est arrivé ? Il y a eu une grosse manifestation parce que les étudiantes musulmanes ont refusé d'enlever leur voile pour qu'on vérifie qu'elles n'avaient pas d'oreillettes branchées sur ChatGPT. Vous voyez que là, on a des questions qui sont tout à fait nouvelles. Vous parlez de l'IA aussi comme partenaire, comme camarade, comme compagnon idéal, parce que voilà, il sait exactement nous parler, il sait ce qu'on a envie d'entendre de lui. C'est très bien, mais c'est pas exactement la définition de l'échange comme on l'a appris théoriquement, comme nous on a voilà. Écoutez, alors, moi je ne fais pas partie des gens qui tombent amoureux de ChatGPT, donc je ne suis pas amoureux de ChatGPT. Ça arrive, mais ça arrive. Très souvent. Il y a plein de gens qui sont amoureux de ChatGPT. J'en connais, et puis il y en a on en voit dans la presse. On a l'appelé d'une certaine manière. Non. Devenir amoureux de ChatGPT, je pense vraiment que c'est dangereux. En revanche, d'avoir une relation quasi amicale avec ChatGPT, parce qu'on a des échanges permanents avec lui, c'est un peu normal. Moi, il me parle de façon très intime, il me parle de moi, de mes failles, il m'oriente, il me coach. Vous êtes un peu amoureux de lui alors? Non, je ne suis pas amoureux, mais c'est un coach. Et c'est le meilleur professeur que je n'ai jamais eu parce qu'il connaît parfaitement mes lacunes, mes points forts et qu'il oriente la façon dont il s'exprime et la façon dont il m'apprend les choses. Vous n'êtes pas amoureux, mais vous êtes dépendant de lui. Comme nous sommes dépendants de l'électricité dans cette salle. Quand vous dites, parce que ça va plus loin, quand vous dites que pour l'instant, il y a des robots, c'est-à-dire des gens qui ressemblent, enfin des choses qui sont capables de nous délester des tâches ou des tâches qui sont bêtes, ou qui sont fatigantes, ou qui sont... Et là, tout le monde peut se dire, les salariés peuvent se dire, certains, ça sera formidable d'avoir tout ça, ou qui font la cuisine, ou qui font tout ce que vous voulez, et que vous dites qu'un jour, on pourra avoir les deux en même temps. C'est-à-dire l'intelligence et la rapidité
Et même la créativité, parce que ça c'est encore autre chose, de ChatGPT, avec en plus un corps, il peut ressembler à un corps. Les robots sont branchés sur ChatGPT ou ses équivalents. Oui. C'est pour ça que... Mais si vous avez un robot qui peut vous parler en vous disant « Oh, t'as bonne mine aujourd'hui, j'ai l'impression que t'es content », mais pourquoi vous irez vivre avec des gens ? Moi, j'ai des amis qui préfèrent discuter avec ChatGPT qu'avec d'autres humains. Notamment l'un des plus grands astrophysiciens français, je ne vais pas dire son nom, il m'a dit, moi, ChatGPT est beaucoup plus intéressant que mes copains. Moi, je discute avec ChatGPT, je discute moins avec mes copains. Non, le problème qu'on va avoir sur les robots... pas me le présenter. Hein. Le problème qu'on va avoir avec les robots, c'est qu'arrivent des robots super intelligents. Vous avez probablement vu que Sam Altman s'est vu promettre une prime de 1000 milliards de dollars, 1000 milliards de dollars de prime s'il arrive à développer les robots humanoïdes, c'est-à-dire à forme humaine, ultra intelligents. Et il a déclaré, 1, qu'il allait y arriver, et 2, qu'en 2030, dans 5 ans, ces robots humanoïdes seront meilleurs chirurgiens que le meilleur chirurgien sur Terre. Ça, c'est bien si c'est chirurgien. Si pour les chirurgiens, c'est un peu... Oui, mais pour la vie commune, c'est un peu spécial. C'est-à-dire qu'en gros, on préfère vivre avec un robot qu'avec quelqu'un. J'ai une question philosophique. Oui. Vous dites en gros que l'IA fera tout mieux, fera beaucoup de choses mieux. L'immense majorité des tâches cognitives mieux que nous. Voilà, il y a quelque chose qui reste vraiment l'apanage de l'être humain, c'est la démocratie, c'est de choisir qui nous gouverne, c'est faire le choix de dans quel modèle de société on veut être, dans quel modèle de société on veut vivre. Est-ce qu'un jour vous avez peur que les humains confient à l'intelligence artificielle le choix et le soin de décider leurs dirigeants et leur modèle de société? La Silicon Valley en rêve. Elle veut que la politique c'est le cauchemar absolu. Soit gérée par l'IA, parce que l'IA va être plus intelligente que nous. Personnellement, moi je préfère que le pouvoir politique reste aux humains, mais ce qu'il faut maintenant, c'est que les politiciens s'intéressent un peu plus à l'avenir et un peu moins au passé. Et personnellement, je suis découragé quand je vois que ma génération, j'ai 65 ans, et que les politiques ne parlent que de retraite, et que dans des débats parlementaires en ce moment, on n'a jamais entendu le mot éducation, le mot enfant, on n'a jamais non plus parlé d'adaptation de nos enfants à l'intelligence artificielle. Ce sont des sujets qui n'intéressent personne, on ne s'intéresse qu'à la retraite de ma génération. Et franchement, je trouve ça injuste pour les jeunes. Je précise ma question. La dernière fois que vous êtes venu, vous m'avez dit, mais pourquoi vous écrivez vos interviews? Demandez à ChatGPT, dis-moi les 10 questions à poser à Laurent Alexandre. Et vous m'aviez dit, il fera des questions bien meilleures que les vôtres, et au lieu de bosser 2 heures, ça durera 10 secondes. C'était une conversation privée, vous n'êtes pas obligé de... Est-ce que des gens diront, voilà, rentreront les programmes électoraux de chacun et diront à ChatGPT, dis-moi pour qui je dois voter. Bien sûr, il y a déjà des gens... Mais ça dépend comment tu l'as programmé avant. Non, mais il y a déjà... Mais ça, c'est effrayant. Alors, l'IA ne se programme pas, elle s'éduque, hein, mais il y a déjà des gens aujourd'hui qui demandent à qui il faut voter à l'intelligence artificielle. Super. Au secours. Alors, 2 choses précises, pour que je puisse comprendre. Vous avez dit évidemment que ça serait une révolution pour les métiers. On a parlé de ce qu'il peut y avoir de positif en termes de révolution, c'est-à-dire les tâches qui sont idiotes ou les tâches qui sont ingrates ou les tâches qui sont pénibles. Et vous dites qu'il restera quand même quelques métiers. Et vous parlez à ce moment-là des métiers du care ou du soin. En gros, en disant quand il s'agit de donner un biberon à un bébé ou de faire un soin d'une personne âgée dans un EHPAD, je préfère... Quand je serai en EHPAD, je préfère un robot qu'un humain, parce que les robots ne me maltraiteront pas comme les humains maltraitent assez souvent les pensionnaires dans les EHPAD. Hein. D'accord. Alors, mais peut-être qu'on a besoin de parler de temps en temps. On parlera, remarquez, avec le robot. Oui. Vous dites aussi, il y a les métiers de la créativité, du spectacle vivant. En gros, pour être acrobate, après, c'est le seul truc qui nous Au moins laissera. pour les 20 à 30 prochaines années, oui. Acrobate. Bon, c'est une perspective comme une autre. Mais nous pouvons aussi inventer de nouveaux métiers grâce à l'IA. Oui, bien sûr. Moi, c'est ce que j'explique à mes enfants. Inventer des nouveaux métiers, créer des nouvelles start-up sur des nouvelles activités en vous servant de l'IA. L'IA est un professeur extraordinaire. Il peut à la fois vous servir de directeur financier, de directeur scientifique. Il peut vous donner plein d'idées. Donc, il y a plein d'activités nouvelles que nos enfants peuvent, dans les années qui viennent, inventer et créer. La création, il ne se substituera pas à nous. Vous pouvez toujours lui demander de faire un tableau à la façon de Picasso. Oui, il est assez créatif. Regardez les films qui commencent à être faits entièrement par intelligence artificielle. Ils sont pas mal. Hein. Ils sont pas mal. Terrifiant. Et en plus, ils coûtent 10 000 fois moins cher que les films faits par Hollywood. C'est sûr. La semaine dernière, on évoquait avec Olivier Babot, par exemple, le fait qu'il y a cette science scientifique du monde américain surtout, qui avait signé une pétition
pour appeler à l'arrêt, non pas à modérer, mais à l'arrêt du développement. C'est la troisième pétition demandant l'arrêt. Les 2 premières ont lamentablement planté et celle-là est en train de se planter aussi. Alors Olivier disait pas tout à fait ça. Disons, tellement ça leur fait peur. C'est donc qu'il y a des gens qui se disent maintenant, il faut arrêter. Oui, mais personne n'arrête. Voilà. Il y a 2900 milliards. Vous n'auriez pas signé cette pétition ? Il y a 2900 milliards investis en ce moment sur l'éducation de l'intelligence artificielle. On n'est pas du tout en train de s'arrêter, on est en train d'accélérer. Tout le monde accélère. Vous ne l'auriez pas signé ? Je ne l'aurais pas signé parce que de toute façon, ça n'aura pas d'impact, on ne va pas freiner. On ne pourra pas. On ne pourra pas freiner. Pour des raisons géopolitiques, parce qu'on ne veut pas être écrasé par la Chine, qui nous écrasera militairement si nous arrêtons l'IA pendant que la Chine continue. Et puis aussi pour des raisons humaines, freiner l'IA, ça pourrait aussi avoir des conséquences si ça retarde la guérison des cancers les plus graves, si ça retarde l'arrivée de médicaments anti-Alzheimer efficaces. Ça retardera aussi parce que vous parlez d'IA militaire. On dit que l'IA, le problème, c'est que ça peut expliquer comment mieux tuer, comment tuer plus de gens. Ça retardera ça. Et puis vous dites aussi qu'on va avoir 150 ans et qu'il faudra travailler pendant 130 ans à la hauteur. Alors, on parle militaire. On parle militaire. N'oubliez pas que les tests qui ont été faits au Pentagone, aux États-Unis, ont montré que les F-16 pilotés intégralement par une IA sont beaucoup plus efficaces que les F-16 pilotés par les meilleurs pilotes américains. Donc, de toute façon, nous allons vers une automisation, une dronisation de l'armée. Et les humains ne sont pas capables d'être compétitifs avec les IA militaires. Nous ne pouvons pas, pour des tas de raisons, nous ne sommes pas capables de lutter contre un avion, par exemple. Déléguera à une intelligence artificielle le soin de tuer l'autre, de tuer son ennemi. On sera bien obligé, sinon l'autre gagnera. Parce que les humains sont tellement... L'intelligence artificielle de l'autre gagnera, parce que les humains sont tellement lents que si il faut un humain qui décide, il sera zigouillé par le camp d'en face. Tel que vous la voyez après l'arrêt, tel que vous voyez le monde, c'est vraiment passionnant parce que ça parle de toutes les choses du quotidien. C'est une société où il y aura moins de bonheur, moins de plaisir. Ça me semble absolument évident. Je ne crois pas. Je crois que nous pouvons créer une société de croissance, une société harmonieuse, si on rénove radicalement l'éducation, si on s'occupe enfin de l'avenir de nos enfants et pas uniquement de la retraite de ma génération de boomers. Je pense qu'il est possible d'utiliser l'IA pour faire une société meilleure. On a reçu un invité l'autre jour qui s'appelle Duhamel, dont le prénom m'échappe, qui ne dit pas tout à fait ça, qui dit en gros on fait moins d'enfants à cause de l'intelligence artificielle. Ça fait des années que la démographie s'effondre dans tous les pays, bien avant l'arrivée de ChatGPT et de l'intelligence artificielle. C'est un coupable facile. Je ne crois vraiment pas que les jeunes font moins d'enfants à cause de l'intelligence artificielle, parce que ça fait 30 ans que la démographie a commencé à s'effondrer. Et on peut tromper son mari avec ChatGPT, ça me prête moins à conséquence. Alors, allez-y. Vous avez une anecdote sur Max Planck, qui donc est un grand prix Nobel. Racontez-la, parce que je pense qu'elle m'a donné de l'espoir. Alors, on va voir si vous la voyez la même. Alors, c'est une anecdote, on ne sait pas si elle est vraie. Mais bon, c'est pas grave, on a envie d'assurer qu'elle soit vraie. Max Planck, qui est le père de la science quantique moderne, faisait des conférences les unes après les autres, et son chauffeur qui assistait à toutes les conférences connaissait par cœur parce que Max Planck racontait toujours la même chose pendant ses conférences. Et puis le chauffeur dit: mais monsieur le professeur, je peux peut-être vous remplacer. Il prend le costume de Max Planck et puis il s'installe à la tribune, il fait la conférence que faisait habituellement Max Planck, très très bien. Tout le monde est dupe, sauf que là, quelqu'un dans la salle pose une question et bien évidemment, le chauffeur ne savait pas répondre. Et Max Planck a repris son pouvoir intellectuel sur son chauffeur. Mais non, il a répondu, parce que moi, il faut le jouer. Il a répondu: cette question est trop facile. Je vais demander à mon chauffeur. Mais ce que signifie cette histoire, c'est que justement, il faut que nos enfants ne soient pas passifs et aient la culture générale pour poser les bonnes questions à l'intelligence artificielle. Et c'est comme ça qu'ils auront une belle carrière. Stop. Moi, modeste, intelligent, je vous dis stop. Babo Alexandre, ne faites plus d'études, c'est chez Bûcher-Chastel. Et ne suivez pas le titre. C'est compliqué à dire. Les informer tout de suite. Merci Nathalie. Merci.